Merci encore à tous et très heureux de nous retrouver pour cette visioconférence. Nous aurons le plaisir d'entendre Madame Geneviève Tardieu, qui est donc responsable des relations internationales et du plaidoyer au sein d'ATD Quart Monde. Nous la remercions beaucoup et je dis également, vous verrez que ça se sent, qu'elle est docteur en sciences de l'éducation. Je vais dire quelques mots pour expliquer comment nous avons été amenés donc à solliciter son concours. Vous le savez, cette visioconférence fait partie d'un cycle qui s'appelle l'Église après la Covid. Il y a une expansion massive en ce moment de la pauvreté et ceci, bien sûr, est une caractéristique majeure de la situation que nous rencontrons maintenant après la Covid. Du coup, il nous a semblé qu'il fallait aborder les conséquences que ce drame de nos sociétés avait aussi pour l'Église. Alors vous allez me dire, mais l'Église depuis toujours s'intéresse aux pauvres, agit pour les pauvres. C'est vrai, depuis l'origine des temps, il y a des actions en faveur des pauvres, pour les pauvres. Mais il nous a semblé qu'il fallait se poser la question de façon plus radicale, en nous demandant quelle place ont les pauvres dans l'Église? Comment fait l'Église avec les pauvres? Ça, c'est certainement, ça va au-delà, vous le comprenez bien, simplement d'agir pour les pauvres. Et à partir du moment où on se posait la question comme ça, comment faire Église, être avec les pauvres, nous avons automatiquement rencontré le mouvement ATD Quart Monde et la figure du père Wresinski. Vous le savez, le père Wresinski lui-même avait vécu toute son enfance dans une extrême pauvreté et après avoir été ordonné prêtre, il a choisi de ne pas s'éloigner de ce quart monde dans lequel il avait vécu, mais d'aller de son propre choix, vivre dans le bidonville de Noisy-le-Grand et de vivre avec l'extrême pauvreté. Et il a entraîné avec lui un grand nombre de volontaires qui ont choisi de faire ce choix. Et du coup, ceci a orienté le mouvement ATD Quart Monde d'une façon originale, qui était justement l'idée de, comme il le dit lui-même, ne pas nous satisfaire de la condition des pauvres, mais la transformer en les prenant pour partenaires et pour guides. Je cite cette phrase, je la tire d'un livre que je vous montre, que j'ai trouvé passionnant, qui est le livre du père Wresinski, qui s'appelle « Les pauvres sont l'Église ». Et on voit bien que la démarche qu'il suit, justement, c'est pas de construire a priori une idée des pauvres et d'essayer de la rejoindre, mais c'est au contraire de bâtir avec eux et en étant proche d'eux. Il le dit à un moment, d'ailleurs, je trouve que ça m'a frappé. Il a une phrase que je ne résiste pas à l'envie de vous lire. Il dit « Les instruits », alors je me suis senti un peu visé, mais peut-être certains d'entre vous aussi, les instruits se laissent emporter par leurs propres idées, ils finissent toujours par penser à la place des autres. Ça, je reconnais que c'est assez vrai, en ce qui me concerne en tout cas. Et donc, ça, c'est vraiment une des originalités très profondes de cette démarche. Et alors, un autre aspect qui est tout à fait frappant, c'est que le père Wresinski et le mouvement ATD Quart Monde avec lui, d'entrée de jeu, s'est situé dans une perspective où la pauvreté n'est pas seulement une pauvreté d'ordre matériel, manquer de pain, etc., mais c'est aussi une pauvreté dans l'accès au savoir. Et donc, très tôt, et je pense que Madame Tardieu nous l'expliquera tout à l'heure, très tôt, ce mouvement a voulu se lancer dans cette dimension de la constitution et de la transmission du savoir. Et c'est dans cette perspective qu'a été construite l'Université populaire Quart Monde. Elle a été créée au début des années 70 pour que les plus pauvres puissent découvrir ce qu'ils savent et le transmettre. Ça, je trouve que c'est un projet
extraordinaire, enfin vraiment qui mérite d'être réfléchi. Et c'est là où, bien sûr, nous avons rencontré le livre de Madame Tardieu, que je vous présente. J'en donnerai les références plus tard pour que vous puissiez l'acheter si vous le souhaitez. Ce livre s'appelle L'Université populaire Carmonde, la construction du savoir émancipatoire. Le titre vous paraît peut-être à première vue, le sous-titre en tout cas un peu énigmatique, mais vous en saurez plus dans quelques minutes. Donc, merci Madame Tardieu, qui avait été une des cofondatrices de cette université populaire, qui en avait eu une très longue expérience, de nous faire part dans les minutes qui viennent, justement de la façon dont cette expérience a été lancée et des enseignements que vous en avez tirés et que je crois nous pouvons tous en tirer dans des domaines très divers. Alors, avant de vous passer la parole, un dernier point, si vous permettez. Il faut rappeler que le mouvement ATD Carmonde n'est pas un mouvement d'église. C'est le choix qu'a fait d'entrée de jeu le père Wresinski. Il en a dit que c'était un rassemblement, il a voulu constituer un rassemblement qu'il appelle un rassemblement multiconfessionnel. Son idée, c'était de pouvoir trouver une base d'action la plus large possible, en associant toutes les bonnes volontés, tous ceux qui veulent agir pour la dignité de tous. C'était ça le fond commun. Et donc, Madame Tardieu, dans les minutes qui viennent, ne s'exprimera pas au nom d'un engagement confessionnel. Elle s'exprimera au nom du mouvement ATD Carmonde, et donc en respectant cette idée que ce n'est pas un mouvement d'église. Voilà, j'ai terminé pour les propos liminaires, peut-être trop long, veuillez m'en excuser, et je passe tout de suite la parole à notre conférencière, Madame Tardieu. Vous avez la parole, Madame. Merci beaucoup. Merci, Monsieur, Madame Bénard. Merci à vous tous d'être là. À défaut d'être en présence, je vois au moins vos visages. Et voilà, ça va être un soutien donc pour ma conférence et pour les échanges. Il m'a été demandé de raconter un petit peu, de commencer par une histoire. Donc, mon histoire est effectivement celle d'avoir rencontré le père Joseph Wresinski il y a déjà longtemps. C'était à la fin des années 70. Et il m'a envoyé donc découvrir la grande pauvreté dans une cité de transit de la région parisienne, à Créteil, où j'ai animé des bibliothèques de rue et j'ai vécu donc pendant tout un été à côtoyer des personnes qui vivaient dans la grande pauvreté, les adultes, les jeunes, les enfants. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment beaucoup étonnée, c'est que les enfants étaient vifs, étaient intelligents, mais ils étaient déjà en scolaire vraiment tôt dans leur vie. Et moi-même, j'étais enseignante dans le secondaire et je me disais que même si j'étais un super enseignant, je n'arriverai jamais à faire quoi que ce soit pour eux parce qu'ils n'arriveraient jamais dans mes classes. Ils seraient exclus, ils seraient orientés dans des filières spécifiques médicales, etc. Et j'ai trouvé véritablement qu'il y avait un dysfonctionnement grave. Et donc, j'ai décidé de m'engager à TD Carmonde à temps plein. Donc, les permanents volontaires sont des gens qui travaillent à temps plein, mais volontaires parce qu'on accepte d'être vraiment disponible au mouvement et de recevoir une indemnité salariale minime, mais qui est synonyme aussi, bien sûr, de notre engagement. Et comme ATD Carmonde utilise beaucoup l'accès à la culture, le savoir et l'accès au droit comme levier de lutte contre la pauvreté, eh bien ça continuait tout à fait ma recherche en tant que professeur pour arriver à ce que tout le monde accède au savoir. Et après cette expérience, donc j'ai eu différentes missions dans le mouvement.
en France ou à l'étranger, aux États-Unis par exemple, où j'ai vécu avec ma famille et mes enfants, dans des quartiers très pauvres à New York et à Boston, parce que il y en a. Et en côtoyant justement les personnes qui vivent dans la grande pauvreté, eh bien, on a pu comprendre en profondeur quel était ce phénomène, comment se lier d'amitié, comment créer de nouveaux projets et comment arriver à bâtir quelque chose de neuf à partir de l'expérience des personnes. Donc, Jean-François le disait, aujourd'hui, je suis responsable des relations internationales et du plaidoyer, c'est-à-dire que je travaille dans l'équipe qui représente le mouvement auprès de l'ONU à New York, à Genève et aussi au Conseil national, à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et c'est là que Jean-François a rencontré mon collègue. Tout ça pour vous dire que le mouvement est profondément enraciné avec les familles qui vivent dans la grande pauvreté, mais a aussi une volonté, et non seulement une volonté, mais des actions dans le sens politique où l'ambition est de faire évoluer, changer ou créer même de nouvelles lois de façon à ce que la situation des personnes qui vivent dans la grande pauvreté change. Hein. Donc, une action de terrain, une action auprès des pouvoirs publics pour faire changer les lois et aussi une action dans le grand public, hein, de façon à ce que le phénomène de la grande pauvreté soit mieux connu et que des gens comme vous, dans leur engagement social, dans leur engagement ecclésial, professionnel, quel qu'il soit, eh bien, prennent en compte ce phénomène de la grande pauvreté et le reconsidèrent de façon à le faire, à l'intégrer totalement et à changer ses pratiques et ses actions. Et c'est ça qui a une chance de faire changer et de combattre pour de bon la grande pauvreté. Donc, le père Joseph Rezinski s'est installé effectivement en 1957 dans le camp de Noisy-le-Grand et très très tôt, il a eu l'intuition qu'il fallait absolument que les gens qui vivent dans la grande pauvreté aient l'occasion de faire valoir leur intelligence, leur expérience de vie et que leur expérience de vie, si elle était mise à jour, si elle était analysée, si elle était comprise, eh bien, elle pouvait donner lieu à un savoir qui était absolument indispensable à la compréhension du monde. Ils étaient vraiment révoltés par le fait que la compréhension du monde, les savoirs savants, si on peut dire, se privent vraiment de la compréhension du monde vue par les personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Et ça, c'est une erreur fondamentale. On ne peut pas comprendre le monde en se privant de la plus grande partie finalement des intelligences, des sensibilités, des dynamismes, etc. Alors, donc, une des grandes actions de Wresinski, ça a été ça, hein, de montrer que l'intelligence des plus pauvres doit être mise en valeur et mise en œuvre. Il a aussi montré évidemment que la grande pauvreté est une violation des droits de l'homme et ça, il a pu le faire reconnaître aux Nations Unies avec des conséquences vraiment importantes. Par exemple, l'existence d'un rapporteur spécial extrême pauvreté, droits de l'homme, qui fait des travaux remarquables et avec lesquels on travaille encore aujourd'hui. Donc, Wresinski a véritablement reconsidéré la grande pauvreté et l'exclusion en mettant les familles les plus pauvres au centre. Qu'est-ce que l'université populaire? Donc, c'est une des actions du mouvement anti-décarmonde. C'est une action fondatrice dans le sens où elle a un impact très important sur le reste des actions. C'est-à-dire ce que l'on apprend des gens qui vivent dans la grande pauvreté, eh bien, va irriguer notre action politique, va irriguer
notre action envers les citoyens pour faire des campagnes d'opinion, etc. C'est vraiment la spécificité, la raison d'être d'ATD Quart Monde. L'université populaire, donc, j'en ai été un artisan, mais je n'ai pas été cofondatrice parce qu'elle date de 1972. Et elle a fonctionné vraiment sans aucune interruption depuis lors, justement parce qu'elle est absolument indispensable à la fois pour les gens qui vivent dans la grande pauvreté et le reste du mouvement. Elle existe en France, mais aussi dans d'autres pays européens, aux États-Unis, dans les pays du Sud. C'est une dynamique qui est fondamentale et donc qui existe absolument partout. Alors, la première chose que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est vraiment qu'est-ce que c'est qu'être exclu du droit au savoir. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile. Et les membres de l'Université populaire, donc j'ai animé pendant 5 ans, ont participé à la suite à ma recherche universitaire. Donc, j'ai fait une recherche universitaire en sciences de l'éducation qui se présentait sous forme de recherche-action. J'avais un professeur donc, qui était favorable à cette méthodologie de recherche. Ce n'était pas le cas de tous les universitaires, mais bien entendu, j'avais choisi un professeur qui allait admettre ça. Il fallait que la méthodologie de recherche soit cohérente avec la philosophie fondamentale de l'université populaire, qui veut que ce sont les gens qui vivent dans la grande pauvreté qui apportent le savoir. Donc, après avoir vécu pendant 5 ans à l'Université populaire, pendant 2 ans et demi, j'ai retravaillé avec les personnes avec qui j'avais animé l'Université populaire et on a revécu ces moments-là. Et ça a été des moments extrêmement précieux, à la fois pour elles et pour moi. Et au regard de la richesse des choses produites. Donc, au début de la recherche, j'ai demandé aux gens finalement quels avaient été le rapport au savoir, comment s'était passée l'école pour elles. Et donc, Georges, un monsieur que je connais toujours, qui habite près de chez moi, il disait, mais à l'école, j'ai peu appris parce que je n'avais pas l'esprit à ça, bien sûr, quand on vit le traumatisme de la pauvreté, c'est très difficile. Et disait, j'apprenais, mais quand on ne sait pas qu'apprendre permet de fortifier sa personnalité, on ne le fait pas. Voilà, c'est parce que l'éducation qui était proposée n'avait pas de sens pour lui, donc pas de raison de s'investir. Hein, une autre dame qui disait, je sais lire et écrire, mais des cours comme il y en a maintenant, je n'en ai jamais eu. J'ai obligé mes enfants à aller à l'école. Mes 9 enfants savent tous lire et écrire. Ils font tous leurs papiers eux-mêmes, sauf une fille qui demande à sa sœur. Donc l'illettrisme continue encore aujourd'hui et c'est une exclusion qui est difficilement imaginable. Donc, cela interroge sur le rapport au savoir. Comment bâtir un savoir qui libère au lieu d'exclure? Comment bâtir un savoir qui rassemble au lieu d'isoler? Et sans une intervention très forte, comme celle de l'Université populaire, ces personnes pourraient passer pour ignorantes, pour stupides ou totalement indignes d'intérêt. Mais l'Université populaire va permettre de renverser ces rapports au savoir, c'est-à-dire de construire tout un environnement et des relations aux personnes qui vont permettre de construire un rapport à savoir qui est positif et donc qui vont leur permettre d'aller dans une nouvelle direction. Donc, il faut, Brzezinski comme le disait Jean-François tout à l'heure, a profondément remis en cause
la connaissance qui est bâtie en dehors de l'expérience des plus pauvres et sans leur participation. Donc Wresinski a la conviction fondamentale, évidemment, puisqu'il était pauvre lui-même, il voyait bien hein, qu'il savait des choses, ses parents avaient une grande force qui était inutilisée. Et donc il avait cette intuition fondamentale que le savoir d'expérience était indispensable à la compréhension et à l'interprétation du monde. Et il disait ceci, le pauvre qui n'aura pas été introduit dans l'intelligence des hommes ne sera pas introduit dans leur cité. Tant que le pauvre n'est pas écouté, que les responsables de l'organisation d'une cité ne s'instruisent pas de lui et de son monde, les mesures prises pour lui ne seront que des gestes par à-coups répondant à des exigences superficielles et d'opportunités. Donc voilà, il dit bien que c'est la pensée propre des personnes pauvres qui sera le chemin de leur libération. Donc à nous de les mettre sur le chemin de leur libération. Et selon Wresinski, c'est le processus de compréhension lui-même qui est libérateur. Et c'est l'accès au savoir et à la culture qui est décisif pour accéder à la conscience de soi, à la signification de sa vie, à son existence au monde. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Une des premières interviews que j'ai fait pour la recherche, monsieur Lecointe, là, que j'appelais Georges tout à l'heure, il disait, mais maintenant, je sais qui je suis. Voilà, un monsieur qui a vécu des années dans les bois. Sa vie n'avait même pas de sens pour lui. Il n'était pas capable de la comprendre, de la situer dans le monde. Et après des années de fréquentation de l'université populaire, il est capable de dire maintenant, je sais qui je suis. Voilà, donc c'est le premier mot de mon ouvrage parce que j'ai trouvé ça vraiment très, très explicite. Alors, l'université populaire en soi-même, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement des rencontres qui ont lieu régulièrement, une rencontre qui dure une soirée, 2 heures, 2 heures et demie, qui ont lieu régulièrement tous les mois pendant une année universitaire et à laquelle sont conviés donc 3 genres de personnes différents. Bien sûr, les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté elles-mêmes, et puis une personne animatrice, une alliée ou une volontaire, des citoyens de tout milieu, des alliés du mouvement qui cherchent eux-mêmes à apprendre, enfin qui veulent s'engager dans la lutte contre la pauvreté, mais qui sont prêts à passer du temps dans les échanges avec les gens du quart-monde. Et puis, un invité spécialiste du thème débattu. Chaque mois, il y a un thème débattu qui n'est pas nécessairement sur la pauvreté, mais tous les thèmes importants, ça peut être des thèmes existentiels comme le courage, l'égalité, la dignité, ou l'actualité, ou encore des séances sur les droits qui sont bien sûr toujours appréciés, le droit au logement, la santé, l'éducation, etc. Une invitation est rédigée de façon très précise pour poser une question de travail. Et il est très important que cette invitation qui donne le thème et des questions de réflexion soit formulée elle-même avec des gens qui ont l'expérience de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupe de préparation dans lequel les militants, des gens de quart-monde, formulent les questions, c'est-à-dire de façon à ce que ce soit vraiment leur problématique, leur façon de penser, leurs questions, leur vocabulaire qui soit utilisé pour lancer la réflexion et non pas des schémas de pensée qui seraient extérieurs, qui leur seraient imposés et qui ne leur permettraient pas la libération. Alors, une autre chose
importante aussi, c'est qu'il faut bien sûr aller au-devant des personnes. Il ne faut pas attendre à ce qu'elles frappent à la porte de l'université populaire, mais prendre son temps pour aller dans des lieux de grande pauvreté, dans les squats, dans les cités à bas coût, dans le métro, etc., enfin, dans tous les lieux de grande pauvreté, pour tisser des relations avec les personnes et, aussi surprenant que cela puisse paraître, les solliciter et leur poser des questions, solliciter leur intelligence en leur faisant comprendre qu'ils ont quelque chose à contribuer aux autres, et rien que cette démarche, elle est profondément libératrice. Donc un compte-rendu très précis est rédigé de chaque petite séance de préparation, et les groupes se retrouvent chaque mois pour partager entre eux les différentes préparations. Il est important que la pensée des gens qui ont l'expérience de la pauvreté soit mûrie, soit préparée avant de pouvoir converser avec d'autres. Parce qu'il y a une disproportion de pouvoir dans le savoir des uns et des autres, parce que certains vont avoir un savoir formel très établi, comme celui bien sûr de l'invité, et donc il faut que les gens qui ont l'expérience de la pauvreté aient vraiment beaucoup travaillé et mûri et se soient entraînés à s'exprimer pour faire face aux autres. Voilà, donc tout est fait dans l'université populaire pour accommoder justement cette démarche. Alors, il y a des conditions de mise en œuvre qui sont extrêmement précises à respecter, et bien entendu, c'est l'éthique des relations. Vous avez bien compris que toute cette démarche de l'université populaire implique d'avoir une relation très spécifique avec les personnes, et qui est avant tout la reconnaissance de la dignité de la personne. Dans la recherche, par exemple, quelqu'un me dit c'est le mouvement ATD Quart-Monde qui est venu à moi. C'est la personne qui ne vous regarde pas dans votre détresse, dans votre misère, mais qui regarde l'être humain en vous. Et ça, c'est fondamental, bien entendu. Les gens qui vivent dans la pauvreté sont presque tout le temps considérés et décrits ou définis par leur manque, par leurs problèmes. Mais là, bien sûr, ils ne sont pas niés, mais on s'adresse au caractère positif des personnes, à ce qu'elles peuvent apporter, et c'est un renversement total de la relation aux personnes. Alors, il faut bien sûr une reconnaissance profonde de l'égalité, c'est-à-dire une personne en veut une autre, et la parole de chacun va avoir strictement le même poids. Et ça, faire l'expérience, pour les gens qui vivent dans la pauvreté, faire l'expérience d'être respecté, d'être écouté, d'être entendu, c'est une expérience qui est fondamentalement transformatrice, parce que nulle part ailleurs elles ne peuvent, ou très rarement, elles ne peuvent faire cette expérience. Donc, il faut bien sûr un environnement chaleureux, enrichissant, et les personnes se reconnaissent entre elles et ça les soutient énormément. Par exemple, elles disent la souffrance partagée crée des liens. On n'a pas la peur au ventre d'aller aux UP. Quand je vais à la sécurité sociale, j'ai la peur au ventre de savoir qu'il va falloir que j'explique mon cas. Mais là, au contraire, j'y vais avec le sourire. Voilà, heureusement. L'absence de jugement, l'égalité de considération et de traitement, la liberté également. Quelqu'un dit, j'ai admiré qu'il y a beaucoup de gens qui arrivaient à s'exprimer. J'ai senti qu'il y avait un sentiment de liberté. Il n'y avait pas de contraintes. Les gens pouvaient s'exprimer. On m'a laissé la liberté de choix et j'ai fait un choix. Voilà, expérience de la liberté
évidemment fondamentale et elle conduit à l'éradication du sentiment de culpabilité de sa misère. Peut-être vous savez que non seulement les gens qui vivent dans la pauvreté subissent cette réalité, mais en plus en sont coupables, se sentent coupables. Ils sont très souvent rendus coupables, accusés par tout un tas de discours sociaux évidemment totalement abusifs, mais aussi fondamentalement, profondément, ils se sentent coupables. Et s'ils rencontrent des gens qui ont dépassé justement ce stade et qui ont compris qu'ils n'avaient pas à être coupables, c'est très libérateur aussi. Alors, ces échanges, ces dialogues qui sont aussi fondés sur la réciprocité, hein, qui est s'engager à apprendre les uns des autres, c'est quelque chose qui construit, qui reconstruit l'identité de la personne, qui donne du sens et qui produit du savoir. Par exemple, lorsque on travaillait sur le handicap, on a été réfléchir avec une personne qui vit dans une caravane, là dans le Val d'Oise, à côté, et on leur demandait s'il y avait des personnes handicapées autour d'elle. Et pendant la recherche, la personne disait, mais quand on a parlé du handicap, on a cherché et en fait, on l'avait à portée de la main. C'est vrai que sur le coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va dire mais on ne s'en rendait pas compte. Mais c'est vrai qu'autour de nous, il y avait beaucoup de gens handicapés. Prendre conscience de ce que l'on vit, ça nécessite parfois qu'on entre en dialogue, qu'on prenne du recul, sur son quotidien. C'est exactement à propos de la violence, c'était la même chose. Est-ce qu'il y a de la violence autour de vous? Elle disait, mais on n'y faisait pas attention, mais si, l'expulsion, les travaux, on les subit toujours et il fallait nous poser la question pour qu'on arrive à en prendre conscience. Donc la démarche d'arriver à susciter cette prise de conscience est extrêmement importante. La construction d'une nouvelle identité, oui, parce que l'université populaire est une réponse à la honte. Et lorsque les gens arrivent à comprendre que, par exemple, j'ai écouté des gens parler qui vivaient dans les bois, dans des grottes, dans des cabanes ou sans abri, et ça a fait tilt dans ma tête. J'ai vu que les gens n'avaient pas honte de vivre comme ils vivaient, ils avaient eu le courage de parler. Voilà. Donner sens à son expérience, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, dans cette démarche, eh bien, se construit le savoir. Par exemple, sur une université populaire sur le thème de l'exil, Monsieur Le Bihan analyse ce qu'il a compris. On avait parlé, j'avais demandé tout simplement aux gens d'interroger autour d'eux les personnes étrangères et de l'inviter à l'université populaire. Et voilà ce que redit la personne. Le thème de l'exil m'a beaucoup marqué. La personne qui est venue en France, c'est parce qu'elle avait vu trop de souffrance dans son pays et elle ne pouvait plus tenir avec ses enfants. Il y avait la guerre, etc. Elle disait, avant, je pensais qu'ils venaient en France, qu'ils allaient gagner de l'argent et repartir chez eux, mais non, j'ai vu les immigrés différemment maintenant. Donc voilà, les gens comprennent des choses et arrivent à construire un savoir qui est quand même extrêmement important quand on sait quelle est l'importance, par exemple, de toutes ces incompréhensions à propos de l'immigration et des mauvaises relations, bien entendu, avec les immigrés. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que à l'université populaire, il n'y a pas que les gens de la grande pauvreté qui apprennent, mais il y a aussi ceux qui sont savants.
Et par exemple, Miguel Benassaya, qui était l'invité quand on a fait une séance sur l'exil, il a expliqué comment lui il voyait la production de savoir à l'université populaire. Il disait il y a plusieurs niveaux de production du savoir. Il faut d'abord que la personne sache que oui, elle a quelque chose à dire, même s'il ignorait. Donc, prendre conscience de son expérience. Et on ne s'adresse plus à quelqu'un qui est carencé, mais on sollicite l'excès de quelqu'un, ce qui est en plus de sa richesse. Et ensuite, il y a la confrontation. Ce n'est pas parce que je pense ça que c'est la vérité. Donc ensuite, il faut que les personnes discutent entre elles et qu'on réfléchisse qu'est-ce qui va être le plus juste. Il y a la systématisation. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'exil? Quelles sont les différentes acceptions, perceptions, vécus et formes? Voilà. Et finalement, ce jour-là, ensemble, à propos de l'exil, eh bien, on a dit, même étant de nulle part, on peut trouver sa patrie, son pays, son lieu dans le monde, là où on est capable d'être solidaire avec les autres et de partager. Voilà quel était le résultat de travail, de cette séance de travail sur l'exil, qui m'a personnellement beaucoup marqué et que je médite encore. Et un autre invité, Éric Molinier, qui était l'auteur pour le Conseil économique et social d'un rapport sur l'hôpital, était venu à l'Université populaire et il disait, mais moi aussi, j'aurais pu auditionner des associations d'usagers, mais il semblait important de venir à l'Université populaire pour avoir accès directement à la réflexion des personnes. Et il disait, il faut revoir en profondeur toute la chaîne des soins lorsqu'on entend à quel point les personnes à l'université populaire sont privées de l'accès aux soins. Voilà. Donc, le savoir est émancipatoire dans le sens où les personnes font une prise de conscience et qu'elles leur permettent d'agir autrement. Et ça a été le cas, par exemple, bien sûr, c'est le cas très souvent, mais une université populaire avec un juge des tutelles qui a permis de bien faire comprendre effectivement ce que étaient les tutelles et de réaliser à certaines personnes sous tutelle, de réaliser qu'elles étaient dans des situations un peu abusives. Et la personne a dit, mais moi, après l'université populaire, ça m'a permis de faire des démarches pour mon frère et je lui ai dit, j'ai été voir le tuteur et je lui ai expliqué comment était la loi. Voilà, donc c'est un exemple magnifique parce que c'est celui qui n'est pas évidemment censé connaître la loi, qui l'explique à l'autre, celle qui doit la faire respecter. Donc, on a une dimension aussi, une dimension collective de la construction du savoir, parce que c'est véritablement dans l'échange que ces nouvelles conceptions de sens vont naître. Et encore, pour parler des gens qui n'ont pas l'expérience de la pauvreté, Claire Hédon, et alors là, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que Claire Hédon, qui est actuellement défenseur des droits, eh bien, elle a fréquenté longtemps l'Université populaire quand je l'ai animée, et j'en suis fière, bien entendu. Elle a appris énormément à l'Université populaire. Elle était journaliste, donc de métier, et elle disait, voilà, elle a participé à cette recherche et elle disait, mais au début, j'avais peur, je n'étais pas du tout à l'aise.
Et ma première prise de conscience, c'est que je ne comprenais rien à la grande pauvreté, que je n'y connaissais rien à ce qu'était la vie quotidienne des gens vivant dans la grande pauvreté, à ce qu'étaient leurs préoccupations et leur façon de voir les choses. Et on parlait du placement, par exemple, et elle disait effectivement, je pensais que lorsque des enfants étaient retirés à leur famille, eh bien, c'était pour de bonnes raisons, mais elle a découvert que c'était absolument pas ça. Et elle a dit aussi qu'elle a appris à l'université populaire la façon d'interroger des gens, c'est-à-dire de leur permettre de donner leur meilleur d'eux-mêmes en s'exprimant, et que les gens avaient des choses à dire. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que c'est la construction de nouveaux rapports sociaux, c'est-à-dire la façon de s'adresser aux gens, la façon de questionner différemment, la façon de solliciter les personnes qui permettent de construire de nouveaux rapports au savoir. Voilà, peut-être que je peux m'arrêter là pour un premier temps. Miguel Benassayag disait « Ce que vous faites pour l'intellectuel, pour le praticien, pour la personne invitée, c'est une mise à l'épreuve du réel. Les intellectuels, les chercheurs, les médecins, les sociologues ont des hypothèses, des théories, des convictions et très rarement doivent faire passer à l'épreuve du réel leurs théories. Et dans votre université populaire, vous ne pouvez pas raconter n'importe quelle bêtise sur la société. La solidarité et l'exclusion à des exclus, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché et qui est de l'ordre de la à l'épreuve de chaque mot que je dis, que je pense ou que j'écris dans mes bouquins. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci pour toutes ces explications qui nous ont fait un peu rentrer dans la logique a priori très perturbante pour quelqu'un comme moi, enfin, qui a toujours vécu dans la logique descendante où celui qui sait explique à celui qui ne sait pas. Vraiment, c'est une autre façon de penser que vous nous proposez. Et alors, je crois que ceci mérite évidemment discussion. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'avoir cette discussion en deux temps. Dans un premier temps, poser directement des questions à Madame Tardieu sur cette expérience très, très particulière, très originale de l'Université populaire Carmonde. Et puis peut-être dans un second temps, on pourrait également réfléchir à, comment dire, la transposition des leçons de cette expérience dans d'autres domaines. En disant cela, je m'inspire d'une phrase, madame, de votre propre livre, puisque vous dites les conditions de mise en œuvre décrites ici, donc dans votre livre, répondent aux besoins de la grande pauvreté, mais elles sont à prendre en considération dans tous les milieux socioculturels. Et vraiment, en réfléchissant, j'ai trouvé que ceci était tout à fait juste. Et quand il s'agit de transmettre un savoir existentiel, quelque chose qui n'est pas simplement des recettes, des connaissances au sens abstrait du mot, mais un savoir de l'existence, il y a vraiment des méthodes différentes à adopter et ce que vous avez dit, je crois, peut nous aider à les discerner. En tout cas, donc, si vous en êtes d'accord, donc on pourrait, dans une première partie, commencer par interroger Madame Tardieu directement sur son expérience et vous avez certainement des questions à lui poser. Je posais la question, vous avez indiqué qu'il y avait 3 sortes de participants, il y a toujours un intervenant. Donc, je déduis que vous estimez qu'il faut faire intervenir, malgré tout, un intervenant sachant, qui va délivrer un savoir. Donc, on est bien dans le cadre là d'une communication descendante, comme disait Jean-François il y a quelques instants. Il y a bien un sachant qui vient délivrer un savoir. Donc, quelle est la particularité de ces sachants ? Est-ce que toute personne sachant pourrait venir, enfin, aurait pu être invitée à ces universités, ou est-ce que vous leur demandiez une approche un peu différente ? Oui. Alors, merci de la question. Donc, c'est très important. La personne invitée
on lui demande de commencer par écouter. C'est-à-dire que elle ne fait pas une présentation comme je viens de vous faire, surtout pas. Elle attend d'avoir entendu et d'avoir compris les apports qu'ont les membres de l'Université populaire dans un premier temps, et ensuite elles répondent aux questions. Et évidemment, la démarche intellectuelle pour les uns et les autres est toute différente, c'est-à-dire que pour les membres de l'Université populaire, entendre un apport de savoir qui répond profondément à une question qu'on se pose, évidemment, ça va être beaucoup plus favorable. Et ça donne aussi l'occasion de répondre et au besoin de contredire l'intervenant. Il y a des dialogues qui sont très, très, très serrés, très sévères entre les membres de l'Université populaire et les intervenants. Et l'optique, je ne sais pas si je l'ai bien fait comprendre, je n'ai peut-être pas eu assez de temps, mais c'est aussi d'influencer sur le savoir de l'invité. C'est-à-dire que tous les invités d'ailleurs que j'ai interviewés pendant la recherche ont dit qu'ils avaient appris des choses à l'Université populaire. Donc, ils avaient leur savoir d'expert qui reste, mais qui a parfois été contredit par les membres de l'Université populaire. Mais ils ont aussi reçu d'autres savoirs qui venaient de façon fondamentale compléter ce qu'ils savaient déjà. Et l'idée n'est pas d'isoler les personnes qui vivent dans la pauvreté dans leur pensée, mais au contraire de développer leur pensée jusqu'à ce qu'elles soient capables d'entrer en dialogue avec des gens qui sont d'autres milieux, qui portent d'autres choses, parce que c'est comme ça qu'on lutte contre l'exclusion et qu'on arrive à évoluer dans la vie, à s'émanciper. Je me souviens d'une maman qui disait très clairement que, je sais pas, l'Université populaire sur l'exil, elle avait pris la parole pour la première fois et qu'ensuite elle osait parler au maître de ses enfants à l'école. Donc voilà, la perspective, c'est la transformation sociale profonde. Et ça se fait dans des interactions et dans la réciprocité. Mais ce qui est important, c'est que des gens porteurs de savoir qui ont dans la vie commune des poids extrêmement différents arrivent à être rééquilibrés de façon à ce qu'il y ait une communication. Et donc là, il y a un apport et il y a une construction, une production de savoir qui est, disons, il y a une valeur ajoutée qui est essentielle et j'affirme qu'il ne s'agit pas de savoir descendant, au contraire, mais de construction collective. Merci. Jean-Louis Loirat a demandé la parole. Jean-Louis. Oui, merci madame. Vous permettrez que je vous donne un témoignage personnel pour avoir travaillé dans l'administration sanitaire et sociale, pour dire qu'en 40 ans, le mouvement ATD Quart Monde a été pour beaucoup d'autres associations et pour les administrations sociales elles-mêmes un aiguillon d'abord et ensuite une sorte de modèle. Alors, bien évidemment, ce que l'on retrouve maintenant dans des circulaires pour dire la place de la personne accueillie est au centre du dispositif, tout ce qui aujourd'hui nous paraît être des poncifs ne l'était pas il y a 40 ou 50 ans et le père Wresinski et ATD ont été très certainement, du point de vue historique, les promoteurs de tout cela, même si ça peut s'affadir. Aujourd'hui, lorsque dans beaucoup d'associations, on dit que la personne est experte de son propre chemin, de son chemin de vie, de son parcours, etc.,
Bon, ça peut peut-être être très proclamation verbale. Faut-il encore que les travailleurs sociaux acceptent cela, hein? Voilà le petit témoignage que je voulais dire. Et puis j'en terminerai par une anecdote qui est émouvante pour moi. Ayant participé à une émission de télévision avec Madame Geneviève Antonios de Gaulle, qui était venue avec une personne aidée, j'emploie le vieux terme, par ATD, j'avais un peu vivement rabroué en disant, mais évidemment, on vous a retiré vos enfants parce qu'ils gelaient dans votre caravane. Et c'était là le début, ça aurait dû être le début d'une conversation, d'une écoute et d'un dialogue. Ça s'est arrêté. Mais j'ose espérer que nous avons un peu cheminé depuis, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire encore. Merci, madame. Madame Tardieu. Alors, je vous remercie. En ce qui concerne la participation, effectivement, qui est entrée dans la culture maintenant, de l'administration au moins, c'est bien, mais il faut vérifier que ce ne soit pas vide de sens. Parce que malheureusement, toutes les conditions que j'ai décrites là dans le fonctionnement de l'université populaire, l'égalité, la liberté, le respect de la personne, c'est indispensable. Et bien souvent, cette participation, elle se fait sans ces conditions. Et c'est une participation alibi et une participation qui peut être tout à fait destructrice, malheureusement. Donc, on plaide pour que cette participation soit effectivement respectée, mais véritablement, et pour qu'elle ne soit pas contre-productive. Et en ce qui concerne Geneviève de Gaulle, je dois dire que je n'ai pas dit dans ma petite bio, mais j'ai eu la chance de travailler pendant 7 ans à ses côtés. J'étais son bras droit quand elle était membre du Conseil économique et social. Et effectivement, elle s'appuyait beaucoup elle-même, elle participait à l'université populaire, c'était une nourriture pour elle. Elle avait besoin d'entendre régulièrement non seulement la pensée, mais aussi l'énergie, la résistance, la force des militants quart monde à l'université populaire. Quand on passe 1 heure et demie comme ça avec des gens qui ont une vie tellement marquée, une réflexion tellement forte, ça aide dans le combat contre la pauvreté. Et elle était brillantissime dans les médias, Geneviève de Gaulle, et elle venait accompagnée de militants carmont parce que ça a une grande force. Et là, dans la représentation auprès des instances internationales, les militants qui ont été formés à l'université populaire deviennent capables non seulement de s'adresser à l'instituteur ou autre, mais aussi sur la place publique et dans les institutions internationales. En ce qui concerne l'enfant retiré parce qu'il fait froid dans la caravane, c'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Il faut, je veux dire, la déchirure, le gâchis humain que représente le retrait d'un enfant n'a rien de comparable avec de la chaleur. Je veux dire, il faut absolument aider la famille pour que l'enfant ait chaud, bien entendu. Si on a confiance, hein, si on respecte la dignité de la personne, il va falloir faire tout pour que la famille soit relogée ou alors que la caravane soit chaude, mais ça ne peut en aucun cas être un fondement pour le retrait des enfants, qui a des conséquences dévastatrices pour l'enfant, pour la famille et pour la société par la suite. Merci beaucoup, madame. Je reviens un instant sur ce qu'a dit Jean-Louis Larare, parce que c'est vrai que très souvent, si les phrases que vous avez dites, faire parler, faire participer, etc., on les reprend dans l'administration. Ce qui nous manque très souvent, c'est une méthode pour le faire réellement et pas seulement dans les mots. Et c'est un des points que j'ai trouvé très intéressant dans ce que vous avez expliqué et dans votre livre, c'est qu'il y a une méthode que vous avez construite à ATD Quart Monde pour atteindre cet objectif. Et ça, je trouve que si on ne réfléchit pas sur la méthode,
Bah, malheureusement, souvent, on se paye de mots et hein, on est les premiers après à le regretter. Alors, excusez-moi, là, je ne peux pas m'empêcher de répondre. C'est pas du tout, il s'agit pas uniquement d'une méthode. Il s'agit profondément d'une attitude intérieure, spirituelle, Oui, d'accord. qui consiste à contre vents et marées, contre toutes les apparences, contre toute logique, à faire confiance aux gens les plus abîmés. Et ça, je comprends que dans une administration, on n'ait pas le temps ou l'énergie de faire ça. Mais c'est beaucoup plus une attitude intérieure, une volonté profonde, une conviction mise en œuvre d'une façon ou d'une autre. Et finalement, la méthode, elle découle de cette attitude intérieure, profonde et spirituelle, qui est fondamentale et sans laquelle aucune méthode ne portera ses fruits. Je crois qu'on vous entend tous sur ce point. Alors, je vois une question dans le chat. Est-ce qu'ATD Quart Monde est présent dans les bidonvilles d'Île-de-France? Et puis une seconde question. Comment définiriez-vous, peut-être par des exemples, ce savoir du monde que possèdent les exclus? Donc une question factuelle, la présence d'ATD Quart Monde dans les bidonvilles d'Île-de-France, et une question plus de principe. Comment caractériser ce savoir du monde des exclus? Alors, donc là, comment est présent ATD dans les bidonvilles d'Île-de-France? Là, je ne peux pas dire de façon très précise parce que ça fait un bon petit moment que je suis dans l'international, mais il y a des présences, en particulier auprès des migrants, hein. Et donc, si c'est à ça que vous pensez, oui, oui. Après, moi, je peux vous renvoyer sur le Centre national à Montreuil. Vous pouvez prendre contact avec le Centre national France de Montreuil pour avoir plus de précisions là-dessus. Et en ce qui concerne le savoir, comment caractériser le savoir des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, je dirais que c'est un savoir qui est issu de l'expérience. C'est un savoir qui découle de la réflexion, de la réflexion sur l'expérience. Et ça c'est donc dans ma thèse, vous trouverez les auteurs qui expliquent ça. Les Mésirow, par exemple, les adultes se forment par la réflexion sur l'expérience. Et c'est très, très étonnant de voir que c'est tout un travail de passer de simplement de la réalité de vie à une expérience. Il faut une réflexion fondamentale. Monsieur Lecointe, qui habite dans les bois, il disait, mais un jour et le lendemain et le surlendemain, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Mais à partir du moment où on va avec lui et on l'amène à réfléchir, eh bien, il devient beaucoup plus capable de se situer dans le monde et d'être conscient de ce qu'il vit. Et sa réalité de vie devient une expérience. Et l'expérience, elle peut prendre du sens. C'est ça qui est caractéristique du savoir des gens qui vivent dans la grande pauvreté, c'est ce savoir fondé sur l'expérience. Tout le monde, il y a des savoirs qui sont différents, donc des savoirs issus de la pratique, issus de l'expérience ou issus des théories. Et chacun est finalement porteur un différent,
Mais ce qui est important et ce qui est fécond et utile, c'est lorsque ces trois savoirs arrivent à se féconder mutuellement. Et c'est ce qui se passe à l'université populaire et aussi dans d'autres programmes qui sont plus développés, qui sont plus avancés, qui peut-être vous avez entendu parler aussi, c'est le croisement des savoirs. Là, qui sont des exercices beaucoup plus systématiques d'interaction entre des gens qui ont l'expérience de la pauvreté et des professionnels. On a pour former des enseignants, des médecins, etc., avocats. On organise des programmes, des journées de 2 ou 3 jours de travail qui sont conçus de façon ad hoc pour qu'un groupe de professionnels remette en pratique, par exemple, la façon dont ils exercent la médecine ou le droit, etc. Et on commence par partager la conception des uns et des autres pour l'école, pour la justice, par exemple. Qu'est-ce que ça va être la justice pour les uns et qu'est-ce que ça va être la justice pour les autres? Et on voit que les conceptions du monde sont extrêmement différentes, éloignées et antagonistes. Et toute la question est de rapprocher, de comprendre mutuellement de façon à ce que les différentes conceptions du monde se rapprochent. Merci beaucoup. Est-ce que sur cette première partie, on a dit l'essentiel ou est-ce qu'il y a d'autres questions d'explicitation par rapport à ce que Madame Tardieu vient d'expliquer? Une question qui vient d'arriver. Pardon. Ah oui, excusez-moi, je vois qu'il y a une question c'est Monsieur Michel Boulanger qui pose une question. Peut-être pouvez-vous la poser oralement, ça complétera ce qui est dit dans le chat. Oui, Monsieur Boulanger. Oui, je partage complètement la vision d'ATD Carmonde et la place à donner à ces personnes en reconnaissant leurs valeurs, leur parcours. Mais je me pose une question, c'est comment proposer une université populaire à des gens qui aujourd'hui manquent de beaucoup de choses et en particulier font face à de très grandes difficultés administratives, surtout avec des administrations qui maintenant, dont les formalités ne doivent passer que par Internet. C'est-à-dire que on a encore une autre difficulté, c'est aussi par rapport à l'apprentissage de cet outil Internet, ne serait-ce que pour remplir ces papiers ou répondre à la CAF ou à la sécurité sociale ou dans des tas de domaines. Et donc, je pense qu'avant de proposer une université populaire, il y a un accompagnement à faire de ces personnes, alors au sens d'ATD Carmonde, hein, je suis 100% sur cette façon de faire, mais je me verrais mal, moi, par exemple, proposer une université populaire alors que déjà, face à leurs difficultés administratives, c'est déjà énorme de les aider déjà à résoudre ces difficultés administratives, voire matérielles. Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. Bien sûr, le contact humain est absolument essentiel. Je crois que j'ai essayé de le dire dans ma présentation. Établir une relation personnelle avec les gens est décisif pour arriver à faire que quelqu'un participe à l'université populaire. Ça c'est évident. Et donc, il faut y consacrer beaucoup d'énergie, de savoir-faire, ça c'est sûr. En ce qui concerne l'accès au droit qui est fait uniquement par Internet, bien sûr, c'est une violation des droits hein, parce que ça implique, ça exclut des gens, ça implique le non-recours. Et on milite aussi pour ça au niveau international. Par exemple, la Commission
pour le développement social à New York prendra comme thème, aura pour thème la digitalisation de la société. Et on plaide pour que l'accès au droit ne soit pas uniquement limité aux voies digitales, parce que c'est totalement injuste. Mais il y a un autre aspect dans votre question, monsieur, c'est de dire il faut résoudre les problèmes des gens avant de les amener à l'université populaire. Je caricature ce que vous dites, excusez-moi, c'est juste pour souligner le propos. Eh bien, justement, non. Justement, non. Il n'y a pas de prérequis pour participer à l'université populaire. C'est ce que j'essayais de dire. On n'attend pas que la personne ait résolu les questions, parce que c'est justement dans le processus où elle va se remettre à réfléchir elle-même, à produire des idées, à parler, à échanger avec les autres. C'est dans ce processus-là qu'elle va pouvoir prendre les forces et l'énergie d'arriver à surmonter les autres difficultés de leur vie. Il n'y a pas de pyramide des besoins comme le disait Maslow. Enfin, on est tout à fait fondamentalement opposé à cette vision des besoins humains. Le besoin de culture, de relations sociales, d'être écouté, d'exercer son intelligence est un besoin fondamental qui est aussi important que les besoins essentiels physiologiques. Ça, on est intimement convaincu de ça. Il y a dans le chat une intervention de Claudine à propos, où il est marqué « Cela passe par le récit, le rôle de la parole ». Claudine, est-ce que tu veux l'expliciter ? Non, c'est tout simple. Je reviens un petit peu en arrière quand on parlait de comment on accède finalement à une parole dont on est l'auteur et qui exprime l'expérience. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui a bien montré, je crois, la réflexion d'aujourd'hui. Je pense un peu à Ricoeur. On passe par un récit. On apprend à raconter ce qu'on vit. Et ça, c'est un seuil énorme. C'est ça. C'est ça. L'université populaire est essentiellement orale. Il n'y a pas besoin de savoir lire et écrire pour y participer. Et ce que j'ai expliqué, donc ces petites questions de travail sont formulées pour que les gens réfléchissent à leur expérience et la racontent. Hein, et la raconte à d'autres. Et lorsque, effectivement, on se lance dans un récit, eh bien, on parle à la première personne. Donc, immédiatement, il y a un renversement d'identité, c'est-à-dire au lieu d'être considéré comme un objet, la personne se considère comme un sujet. À l'université populaire, tous les gens sont considérés comme des sujets et des sujets qui se racontent effectivement. Et dans cette démarche, il y a tout le processus que vous racontez. Et cette construction cette production de savoir, c'est très souvent un savoir de résilience, c'est-à-dire que c'est un savoir qui permet d'arriver à vivre autrement. La grande pauvreté, Cyrulnik l'admet aussi, est un traumatisme, hein, un traumatisme énorme et qui peut être surmonté justement par la mise en récit. Et j'ai fait la proposition que l'université populaire est un lieu de production collective du savoir de résilience, parce que la première chose pour limiter sa souffrance, c'est d'arriver à être entendu par les autres. Et là, l'université populaire, les gens qui disent leur souffrance sont entendus par les autres. Et la souffrance, elle fait sens pour les autres, parce que justement, ils vivent les mêmes choses. Alors que la même souffrance exprimée en dehors de l'université populaire n'a pas du tout le même sens. Par exemple, quelqu'un dit qu'il a été agressé
au commissariat de police, on ne va pas forcément le croire, ou trouver que c'est important, ou trouver que ça vaut la peine de donner suite, tandis qu'à l'université populaire, on saura ce que ça veut dire, je ne sais pas, quand on vit à la rue, d'avoir été maltraité, etc. Donc, c'est un environnement qui permet de donner du sens, hein, et donc d'accéder à la propre résilience. Et le niveau supérieur de la résilience, c'est d'arriver à exercer, à aider d'autres, hein. Et l'université populaire, évidemment, donne le moyen aux gens qui ont l'expérience de la pauvreté de soutenir les autres. Et ça, c'est le summum de la démarche de la résilience. Donc, effectivement, comme vous disiez, Claudine, cette démarche de mise en récit, mais aussi d'écoute des autres, de réciprocité, de compréhension de soi-même, de transformation d'identité, est extrêmement émancipateur, comme voilà, on explique enfin le titre du livre, la construction du savoir émancipatoire. Et peut-être faut-il insister aussi sur la dimension justement constitution d'un peuple, parce que on dit quart-monde, donc on ne s'adresse plus à des individus isolés, séparés les uns des autres, qui ont des problèmes qu'il faut résoudre, mais il y a une dimension effectivement collective, un peuple qui se constitue. Ça apparaît en tout cas dans le livre. Je ne sais pas comment vous pourriez l'expliquer de façon plus claire que je ne peux le faire. Disons que effectivement, Joseph Brzezinski a parlé de peuple parce que il a senti profondément que réduire la question de la pauvreté à une addition d'individus était profondément injuste et masquait les phénomènes qui produisaient la pauvreté et donc qui masquaient l'exclusion. Et si on arrive évidemment à déchiffrer et à faire fonctionner dans l'autre sens la question de l'exclusion, mais on a beaucoup avancé. Et c'est ce que j'expliquais à l'université populaire, le fait que les gens qui ont cette même expérience, c'est incroyable la façon dont ils se comprennent sans même se parler ou à demi-mot ou dans les attitudes, etc. Et c'est fondamental d'arriver à constituer, à faire ces rencontres. Habituellement, évidemment, hors période de pandémie, là, c'est une véritable catastrophe pour cet aspect de notre travail. On provoque des rencontres, même internationales, importantes, je veux dire, et les gens des pays du Nord et des pays du Sud se retrouvent entre eux et ils sont sidérés de voir que, quelle que soit la richesse ou la pauvreté d'un pays, finalement l'exclusion, l'atteinte à la dignité est très très semblable. Le phénomène humain, les sentiments humains sont exactement les mêmes et c'est ça qu'il faut arriver à combattre et à reconstruire ensemble. Oui, alors, il y a une autre question alors de M. Boulanger. Qui et comment proposer l'université populaire? Quand cela a-t-il lieu? Le soir, en journée et où? Voilà. Alors là, je ne sais pas si le but de votre rencontre, c'était que vous participiez tous à l'université populaire ou alors que vous cherchiez à en tirer les leçons pour votre propre problématique, que je soutiens tout à fait, hein, qui est de reconsidérer voilà, ce que vous avez à reconsidérer dans votre institution, Église, c'est très important. Parce que l'idée n'est pas que tout le monde se joigne à l'université populaire. Il y a des universités populaires, bien sûr, qui fonctionnent, mais c'est un engagement de long terme, hein, qui nécessite d'être membre du mouvement, de se former justement à être prêt, d'aller dans les lieux de grande pauvreté, rencontrer des personnes, à se faire
l'animation, à l'écoute spécifique. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut intégrer une université populaire. C'est toute une démarche. Voilà, l'université populaire est exigeante et vous pouvez tout à fait être personnellement dans une situation où vous êtes en contact avec des gens qui vivent dans la grande pauvreté, et vous pouvez peut-être à ce moment-là vous joindre ou constituer un groupe et vous rattacher à une université populaire qui existe. Ça, ce serait bienvenu, mais pas dans. On est tous acteurs à l'université populaire, voilà. C'est ce que. Monsieur Boulanger, je m'adresse à vous. Est-ce que c'était bien ça l'objet de votre question? Oui, en fait, c'est parce que moi j'adhère à 100% à tout ce que vous avez dit et je vous remercie de l'avoir si bien exprimé et de manière concise. Moi, ce que j'aurais du mal à… Et je vois très bien qu'on pourrait le transposer dans des tas de domaines. Bon, là, c'est par rapport à l'Église. C'est sûr que la question se pose comment l'Église accueille, écoute, fait participer ces personnes. Ça, je suis 100% d'accord, mais j'ai du mal à comprendre comment cela peut se faire concrètement. Voilà la question. Alors, bien sûr, je ne pose pas la question qui, comment, où, comme ça pour dire bon, j'ai envie de faire tout de suite ou de m'inscrire, mais c'est concrètement comment ça peut se faire. Enfin voilà. Alors, c'est une invitation bien sûr à lire vos livres ou à progresser et à trouver moi-même des réponses. Mais voilà, c'était le sens de ma question. Moi, je suis en contact avec pas mal de Roms en bidonville et il y a tellement à faire que je ne vois pas comment et qui. Et d'abord, il faut du temps, bien sûr. Là, vous dites très bien que ceux qui le font ont une formation à l'écoute, etc. Mais comment le proposer alors qu'il y a tellement de besoins, enfin, pour les aider eux-mêmes, parce que là, je suis d'accord, on ne fait pas pour, on fait avec. Ça, c'est vrai que c'est une grande leçon qui a été apportée par Tété Carmonde et le Secours catholique d'ailleurs aussi, qui ont des démarches similaires. Mais voilà, ils ont tellement de besoins que je me verrais mal, moi, par exemple, leur dire, bah, tiens, il y a une université populaire sur… alors après, il faut voir sur quel sujet, etc. Alors qu'ils ne trouvent pas les personnes pour les aider ou simplement les accompagner dans des démarches d'accès au droit. Et ça prend beaucoup de temps, on apprend beaucoup de ces personnes en les accompagnant. Ça, alors là, je suis 100% d'accord que c'est à leur contact, en faisant avec, qu'on apprend beaucoup. Et je rejoins le fait que des sachants, ça les bouscule et qu'ils apprennent quelque chose dans le cadre des universités populaires. Mais voilà, bon, mais je reste un peu sur ma faim mais voilà, c'est tout. Ces questions-là, pour moi, elles sont plutôt amicales et pas du tout pour mettre des personnes dans l'embarras. Oui. Elles sont sincères. Non, mais je ne dis pas que l'université populaire est la réponse à tout. C'est un lieu de production du savoir et d'émancipation, on l'a compris. Ça n'enlève pas qu'il faut se battre pour que les gens tous azimuts aient accès à leurs droits. Ça, c'est certain. Et les Roms, il faut absolument se battre pour que les enfants soient scolarisés, donc démarcher les maires, les enseignants, etc., faire valoir leurs droits. Et tout ça, il faut le faire. Et c'est d'autres actions que l'université populaire. C'est pas l'alpha et l'oméga, l'université populaire. Mais ce serait pas dans une relation
quand on a une relation riche avec une personne, c'est possible d'inviter une personne rom à l'université populaire. Moi, je l'ai déjà fait. Une fois, c'était même une dame qui vivait dans la grande pauvreté, qui était en caravane et qui avait sa voisine qui était rom et qui voulait vraiment qu'elle y aille et qu'elle vienne. Et elle a fait, je veux dire, elle a fait une intervention qui était bouleversante. Elle disait, mais oui, mais vous êtes... vous êtes en maison, mais moi je suis en caravane. Et voilà, c'était sa vie qui était décrite en 2 mots, et ça l'avait transformée d'arriver à le dire. Voilà, et ça l'avait transformé d'arriver à le dire, et c'est sûr que ça lui donnait de l'énergie pour vivre autrement les choses et pour se battre davantage pour accéder à ses droits. Mais encore une fois, se battre tous azimuts pour que les gens aient accès à leurs droits, les accompagner pour le faire, oui, absolument. Oui. Eh bien, je crois que, compte tenu, il est exactement 20h, donc on va être conduit à arrêter là, mais on voit que la discussion pourrait se prolonger beaucoup. Alors, je voudrais, avant de nous séparer, vous donner quelques références d'ouvrages qui vous permettront, si vous voulez en savoir plus, de travailler. D'abord, bien sûr, votre ouvrage, madame. Donc celui-là, vous le trouverez difficilement en librairie. En revanche, vous pouvez l'avoir en vous adressant à la librairie d'ATD Carmonde. On en a mis les références dans un précédent message, mais vous pouvez aussi le faire directement en allant sur Internet, en tapant ATD Carmonde et librairie d'ATD Carmonde. Vous avez un livre remarquable, vraiment, du père Joseph Wrezinski, qui s'appelle « Les pauvres sont l'Église ». Vraiment, si vous avez le temps de lire ça, ça vaut la peine. Je me permets aussi de citer, madame, vous me le permettrez, l'ouvrage de votre époux, « Quand un peuple parle », qui raconte son expérience, et il y a vraiment là aussi beaucoup de choses à apprendre et à méditer. Bon, des livres sur le père Wrezinski et sur ATD Carmonde, il y en a des tas. Je vous signale par exemple le livre de Georges-Paul Cuny qui s'appelle « L'homme qui déclara la guerre à la misère », qui est une biographie en fait du père Wrezinski. Mais vous en trouverez facilement d'autres sur Internet ou directement dans vos librairies favorites. Je voudrais également conclure en disant que la démarche qu'a expliquée Madame Tardieu, elle est passionnante en elle-même, mais on peut aussi en tirer des leçons dans d'autres domaines que la lutte contre la grande pauvreté au sens où vous l'avez expliqué. Je crois que la façon dont vous avez traité le sujet peut s'appliquer dans toute situation où finalement une population a de la peine à accéder à la parole. Et ça se trouve en fait beaucoup plus souvent, pas seulement dans la situation d'ATD Carmonde. Et je vais faire le lien, peut-être en forçant un peu les choses, avec notre expérience au sein du groupe des baptisés Grand Paris. Ce qu'on constate, et là je vais aller directement sur le sujet ecclésiologique, c'est que finalement beaucoup de chrétiens, de catholiques, qui se disent tels, qui se veulent tels, ont peu d'expérience de parler de leur foi et ont du coup de la peine à constituer vraiment un peuple, le peuple des baptisés, parce qu'il y a un savoir latent chez eux, mais qu'ils n'ont pas eu souvent l'occasion d'exprimer collectivement. Bien sûr, ils entendent des paroles qui viennent de la chair. Mais ça, c'est pas la même chose. Ce savoir-là, c'est pas le même que celui qu'on peut découvrir en parlant de sa propre expérience spirituelle. Et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit en disant, finalement, derrière tout ça, il y a une attitude spirituelle. Et je crois que ça méritera qu'on prolonge notre réflexion sur ce point pour essayer de bien comprendre cet enjeu qui est certainement majeur. En tout cas, merci beaucoup, madame. Je crois que tout le monde a été passionné par ce que vous avez expliqué. Bravo pour ATD Carmonde et pour tout ce qu'elle fait et pour tout ce que vous faites. Et maintenant, il me reste donc à vous souhaiter à tous une bonne soirée et avoir le plaisir de vous retrouver
à nos prochaines visioconférences. Merci beaucoup encore, Madame Tardieu. Et au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.